Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Anne Sakanet, je suis consultante santé, sécurité et veille réglementaire au sein du pôle aménagement des espaces de vie, donc le pôle ameublement de FCBA. Donc en quelques mots, là, voici comment va se dérouler cette présentation. Donc après une courte introduction, Sylvain vous présentera les grands domaines liés à ce règlement et surtout les travaux réglementaires et normatifs en cours. Ensuite, Arnaud vous parlera des différences et similitudes entre ce règlement européen et la loi AGEC française, qui elle aussi traite du sujet de l'éco-conception. Et enfin, je vous présenterai le passeport numérique de produits et les travaux en cours, car ça fait partie des grandes nouveautés introduites par ce règlement. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que ce matin, nous avons décidé de vous parler du règlement éco-conception, donc le règlement 2024-1781 du 13 juin 2024? Tout simplement parce qu'il va engendrer des changements importants à la fois pour les industriels, les distributeurs et tous les acteurs donc, du secteur de l'ameublement agencement. Parce que ce texte s'inscrit dans une dynamique à la fois mondiale et européenne de transformation de nos modes de production et de consommation, dont le but est de faire des produits durables la norme. Et d'autre part, parce que nous pensons que l'évolution des pratiques doit démarrer dès maintenant, sans attendre la publication des différents actes délégués. Et pour ça, en fin de présentation, nous vous donnerons quelques pistes d'action que vous pourrez d'ores et déjà mettre en œuvre. Voilà. Euh, donc, je vais laisser la parole à Sylvain, qui va vous présenter les grandes lignes de ce règlement. Bonjour à tous. Pour ma part, je représente l'ameublement français. Désolé, ma webcam est tombée, ne fonctionne plus, mais je suis bien là. Le règlement éco-conception et l'ameublement. Donc tout d'abord, un petit point concernant le contexte. Je suis désolé, ça ne défile pas. Ah, voilà. Le contexte, tout d'abord, il faut savoir que les travaux européens concernant l'éco-conception, il y avait déjà une première directive qui datait de 2009, mais qui s'appliquait uniquement aux produits liés à l'énergie. Alors, on n'était pas forcément concerné. Et puis, fin 2019, il y a le pacte vert de l'Union européenne, ce qu'on appelle le Green Deal également, qui va identifier des secteurs de production qui pourraient être plus durables. C'est la première étape au niveau européen où on commence à se dire qu'il va falloir augmenter la notion d'éco-conception. Et puis en mars 2020, on va avoir l'adoption d'un nouveau plan d'action. Donc il y a 35 actions qui vont être détaillées pour qu'il y ait une économie circulaire qui se développe à l'échelle européenne. Enfin, en mars 2022, donc 2 ans plus tard, on a la publication d'un paquet de propositions qui sont liées à l'économie circulaire. Et comme le disait Anne, l'objectif, c'est vraiment de faire des produits durables la norme dans l'Union européenne. Et donc déjà dans ce paquet économie circulaire, dans le premier volet qui datait donc de mars 2022, il était question de faire une proposition de règlement relatif à l'éco-conception des produits durables. Donc, plus particulièrement, maintenant, si on rentre dans ce règlement, donc le règlement, c'est le 1780 qui a été publié le 28 juin 2024. Euh, bon, bien sûr, ça va remplacer la directive éco-conception que j'ai évoquée qui date de 2009. Et cette fois-ci, il étend le cadre en manière d'éco-conception. Donc, à la fois, il y a une augmentation des gammes de produits qui vont être concernés. Jusqu'à présent, on n'était que sur les produits liés à l'énergie. Et puis également, ça va impliquer l'utilisation d'exigences minimales auxquelles devront satisfaire les produits pour être commercialisés au niveau européen. Donc, les objectifs sont clairs, c'est vraiment d'améliorer la durabilité environnementale des produits et puis de garantir donc une libre circulation dans l'Union européenne de ces produits qui obéissent à des exigences d'éco-conception qui seront précisées dans des actes délégués. Alors,
Maintenant, si on regarde un peu les travaux qui sont en cours, on vous a sur cette slide, vous pouvez le voir, il y a plusieurs domaines qui concernent le règlement éco-conception. Donc, il y a un domaine plutôt d'ordre législatif, qui est représenté donc par un symbole, hein, que vous voyez, ça sorte de balance, mais il y a également la partie normative qui va concerner plus le produit, la conception du produit, et puis également une partie développement de solutions techniques, notamment en lien avec l'information du consommateur. Si on regarde ensuite, il y a deux niveaux. Sur la gauche, vous avez le niveau européen et sur la droite, le niveau français. Donc, au niveau européen, bien sûr, on retrouve la Commission européenne qui a proposé comment dire, ce règlement. Et puis, au niveau français, c'est sous l'égide donc de deux ministères, le ministère de la Transition écologique, mais également le ministère de l'Industrie. Enfin, vous le voyez, il y a également le forum d'éco-conception. Il, lui, va avoir véritablement un rôle de consultation, donc faire le lien entre cette partie législative, mais également les parties prenantes. Et puis, au final, donc sur la partie normative, bah, de la même façon, vous avez une partie SEN, Sénélec, qui va être plutôt au niveau européen, et au niveau français, c'est plutôt au niveau de la Nord. Donc, dans le déroulé donc des diapositives, vous verrez toujours réapparaître en fait ces petits symboles qui représentent soit la partie, on va dire législative, le lien également avec le forum éco-conception, ou encore avec les normes ou des solutions en développement. Alors, si on reprend un peu le schéma, l'organigramme de ce règlement, on voit que sur la partie centrale, vous avez des exigences d'éco-conception qui sont déterminées donc au niveau réglementaire dans ce règlement. Et puis ensuite, elles vont se décliner sous forme d'exigences d'information. On le verra avec le passeport numérique du produit, des exigences de performance, et puis, donc, on reverra également ensemble par la suite le champ d'application. Sur la partie droite, vous avez des mesures d'application directe, donc qui sont directement intégrées dans le règlement et qui ne sont pas issues d'un acte délégué. Donc, par exemple, l'interdiction de détruire des invendus ou qui va pouvoir concerner les substances préoccupantes. Donc, comme vous le voyez, par exemple, sur les exigences de performance ou d'information, il va y avoir des étapes où on va s'appuyer sur des normes produits, également sur la consultation avec le forum éco-conception, pour aboutir sur un texte législatif qui sera notamment les actes délégués. Alors, concernant le champ d'application, il faut savoir qu'il y a eu une étude du Centre commun de recherche au niveau européen, qui s'appelle le JRC, qui a déterminé quels étaient les produits, soit finis, soit des produits intermédiaires, qui étaient prioritaires. Donc, ici, vous avez en vert les produits finis et en orange les produits intermédiaires. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les produits finis, où vous voyez les produits textiles, les détergents, peintures, et puis les meubles font partie des produits prioritaires. Alors également, ce qu'on peut voir sur ce schéma, c'est que s'il y a déjà eu des études, qu'il y a déjà des études en cours, notamment pour le secteur textile, qui était vraiment le plus prioritaire d'après le JRC, pour les meubles, il n'y a pas encore eu d'études sur notre secteur. Alors justement, concernant le champ d'application et comment on a déterminé quels étaient les secteurs qui étaient les plus prioritaires, on s'est appuyé sur différentes exigences. Donc ça, c'est extrait également du JRC. Et on a pu voir quels étaient les impacts des produits, à la fois sur les ressources en eau, les ressources en air, sur le sol, sur la biodiversité, sur la quantité de déchets ou encore sur la durée de vie des produits. Et vous le voyez, selon ces différents paramètres, on va pouvoir indiquer selon les produits s'ils ont un impact plus ou moins important. C'est ce qu'on voit ici sur le textile, mais aussi sur l'ameublement ou encore sur les matelas. Ce qu'on peut remarquer ensuite, et qu'on a entouré en rouge ici, c'est qu'on avait, pour le mobilier, on avait des impacts qui étaient forts, notamment en termes de déchets,
et également qu'on allait pouvoir jouer sur la durée de vie de ces produits. À l'inverse, il y a peu d'impact sur la ressource en eau, par exemple, sur la toxicité humaine. Vous avez exactement la même chose sur les matelas, où il y a vraiment un impact significatif, notamment sur la partie déchets. Alors maintenant, si on rentre un petit peu plus dans les exigences en termes d'éco-conception, de quoi on parle? Eh bien, en fait, on prend en compte différentes étapes de cycle de vie du produit, quoi, des différents produits, et on va regarder la durabilité, la fiabilité. Est-ce qu'il y a des possibilités de réemploi ou d'amélioration? Est-ce qu'on peut réparer le produit également? Est-ce qu'il y a des phases d'entretien et une possibilité de remise à neuf? On a également à regarder s'il y a des substances préoccupantes, le contenu en matière recyclée et la possibilité de remanufacturage ou de recyclage. Et en final, évidemment, est-ce qu'il est possible de valoriser, de recycler les matériaux qui ont été initialement utilisés? Alors, plus particulièrement, si on regarde concernant les produits d'ameublement, le JRC a déjà indiqué un certain nombre de paramètres, des exigences minimales qu'il va falloir pouvoir respecter pour mettre un produit sur le marché européen, qui sont reprises ici, et donc qui sont extraits du draft de projet préliminaire du JRC. Donc, il va y avoir notamment le contenu recyclé minimum que devra intégrer un produit, la conception est également liée au démontage, la réparation. Également prendre en compte la teneur minimale en matières premières ayant une certification de durabilité. La conception également qui va permettre cette durabilité. Il va falloir également limiter le nombre de matériaux utilisés dans un seul produit d'ameublement, notamment pour la fin de vie du produit. Les techniques de conception qui facilitent bien sûr son démontage, remontage non destructif, la compatibilité avec des pièces de rechange courantes, et donc la disponibilité bien sûr de ces dernières, la durabilité, la fiabilité pardon, minimale, des disponibilités des pièces, on en a parlé, et un pourcentage aussi minimum d'énergie utilisée à partir de sources à faible teneur en carbone. De la même façon, on va retrouver exactement la même chose concernant les matelas, avec une conception qui permettrait peut-être une remise à neuf ou un meilleur recyclage, un contenu minimum en matière de certification de durabilité, un contenu de recyclé minimum, une durabilité minimum, des niveaux maximaux de GES émis, etc. Et donc, bien sûr, comme on vous l'a remis ici en haut à gauche, ça va bien sûr devoir s'appuyer sur des spécialités liées au produit et donc aux normes produits. Alors, sur quelle échéance et quand est-ce qu'on va avoir toutes ces exigences qui vont se mettre en place? Donc, on a vu que le règlement a été publié fin juin. Il entre en vigueur donc à partir du 18 juillet. Et pour autant, il va falloir donc s'appuyer sur des actes délégués qui sont dédiés aux produits. Pour le moment, sur les produits d'ameublement, il n'y a pas encore eu de début de ces travaux, sachant que ces travaux vont pouvoir durer environ 24 mois, donc 2 ans. Et puis ensuite, euh, donc là j'ai mis septembre 2026, mais ce sera beaucoup plus tard, mais on aura encore 18 mois supplémentaires pour la mise en application une fois qu'on aura la publication de l'acte délégué. Donc, il va falloir travailler sur cet acte délégué, donc qui va pouvoir notamment établir le scope des produits, mais également les exigences qu'on a vues précédemment, hein, voir quelles exigences, quels produits, en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie du produit et l'impact environnemental. Et bien sûr, derrière, il est possible donc que soient mis en place des écomodulations. Donc en France, on connaît bien, dans d'autres pays, c'est pas encore forcément le cas. Donc en avril 2025, on devrait avoir un premier plan de travail donc, qui va reprendre ces éléments-là. Et puis certains secteurs, comme le secteur du textile, ont déjà commencé le travail sur leur acte délégué. Pour nous, c'est pas encore le cas, mais ça ne saurait tarder.
Alors justement, comment on va élaborer cet acte délégué? Donc, il va y avoir la mise en place d'une étude préparatoire. On va évaluer les impacts, notamment au niveau économique. La Commission européenne indique clairement qu'il faut également que les petites et moyennes entreprises puissent s'y retrouver. Donc, c'est important, voilà, de savoir quels seront les impacts de toutes ces exigences. On va également donc pouvoir, au cours de ces études préparatoires, définir les produits pardon, à considérer et définir les exigences selon les produits. Mais également, il est possible d'y avoir des exigences dites horizontales, c'est-à-dire pour plusieurs groupes de produits. Donc, on est véritablement cette fois-ci dans une phase technique où on va avoir cette étude préparatoire, ça va être sous forme de questionnaire sous laquelle il va falloir répondre pour qu'ensuite on puisse rentrer plus dans une phase dite réglementaire où il y aura à la fois la présentation de ces travaux au niveau du forum éco-conception, donc qui est une partie consultative, et puis ensuite la procédure donc d'adoption de l'acte délégué pour une entrée en application 18 mois après la publication de cet acte délégué. Donc, de notre côté, on sera représenté au niveau du forum éco-conception, notamment via notre syndicat européen, l'EFIP, mais il est également possible qu'il y ait des sous-groupes additionnels, notamment pour des petites ou moyennes entreprises, puisque, comme je vous le disais, la Commission souhaite vraiment que toutes les entreprises ne pâtissent pas de ce règlement. Et pour poursuivre, je vous ai dit, pour tous ces aspects, on va dire, produits, connaître les produits, donc il y a des travaux en lien avec les normes. Donc ici, je vous ai mis les différentes normes qui sont soit déjà publiées, donc une norme qui date de décembre 2023 concernant la circularité avec la méthode d'évaluation de la capacité de démontage et remontage. Vous avez également un paquet de 3 normes ISO concernant l'économie circulaire. Et puis, il y a également des travaux en cours concernant donc le CNTC 207 et le Working Group 10, qui concernent la circularité au niveau de l'ameublement, avec des normes d'économie circulaire. Donc, il y a 3 projets. Euh, donc, l'un qui concerne les méthodes d'évaluation des meubles reconditionnés, les lignes directrices sur la fiabilité, et puis les méthodes d'évaluation de l'aptitude à l'entretien, à la remise à neuf et à la réparation. Donc, bien sûr, tous ces travaux normatifs sont en cours et il faut y participer puisque ça va déterminer ensuite ce qui va se passer et être décidé et indiqué dans les actes délégués. J'en ai fini pour ma partie réglementation SPR, donc je vais laisser la parole à Arnaud. Merci Sylvain. Bonjour à tous. Donc Arnaud Mancou, je suis consultant environnement au sein d'FCBA et je vais aborder la partie de confrontation entre le SPR et la loi GEC afin que nous voyions ensemble quelles sont les possibles similitudes et les différences entre le cadre européen et le cadre réglementaire national. Tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est la loi GEC et la loi climat et résilience. La loi GEC tend à accélérer le modèle de production tout jetable vers un modèle circulaire et a été entrée en vigueur progressivement dès 2021 et constituée de 130 articles dont les travaux se sont déclinés en principaux 5 grands axes, dont sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage, lutter pour le remploi solidaire, agir contre l'obsolescence programmée et mieux produire. Nous avons également la loi climat et résilience qui tend à accélérer la transition écologique de la société et de l'économie française et qui contient plus de 300 articles, dont le démarrage a été en vigueur à compter de 2022. Voyons ensemble quelles sont les possibles similitudes et les différences entre le cadre européen ESPR et le cadre national de la loi GEC et la loi climat et résilience. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc confronté le cadre national et le cadre européen.
avec d'un côté le SPR, avec l'article et ou le chapitre associé, les exigences, et de l'autre côté les possibles correspondances avec la loi GEC et ou la loi climat et résilience. Tout d'abord, les exigences en matière d'éco-conception sont nombreuses et ont été énoncées précédemment par Sylvain. Il est intéressant de mettre en parallèle à l'échelle nationale quelles mesures ont été prises afin d'obliger la filière à établir des mesures en éco-conception. Nous avons tout d'abord l'article 58-1 donc de la loi GEC sur les achats publics, avec une obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus donc de réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Nous avons en dessous l'article 72 de la loi GEC, avec les plans de prévention et d'éco-conception que les metteurs en marché ont dû remplir. L'objectif, c'est pour les metteurs en marché, c'est d'établir donc des objectifs quinquennaux afin de réduire l'usage de matières non renouvelables, augmenter donc l'usage de matières recyclées, augmenter la recyclabilité des produits. Aujourd'hui, quid des plans de prévention et d'éco-conception à l'échelle nationale vont-ils être maintenus puisque le SPR va donc imposer de nouveaux paramètres de conformité et qui vont conditionner la mise en place sur le marché. Deuxième point de comparaison est centré sur la communication et donc les exigences en matière d'information. Comme l'a mentionné précédemment Sylvain, les exigences en matière d'éco-conception se déclinent en exigences d'information et également de performance. Dans les exigences en matière d'information, nous avons tout d'abord les exigences liées aux substances préoccupantes, donc qui comprennent au minimum les exigences relatives aux substances préoccupantes suivantes qui sont mentionnées. Dans le cas du SPR, nous faisons mention donc des substances ayant un impact sur l'environnement et ou la santé par les SVHC dans le sens de REACH, les substances dangereuses du CALP, les polluants organiques persistants. Donc, ce qui a été mis en gras, c'est là où le SPR va plus loin que le cadre national de la loi GEC ou de la loi climat et résilience. Et puis, nous avons également les substances ayant un impact sur l'économie circulaire, donc un impact négatif sur la réutilisation, le recyclage des matériaux. En parallèle, nous avons la loi donc AGEC qui fait mention, donc qui ne va pas aussi loin, mais qui fait mention des substances préoccupantes dans le sens les substances dangereuses, SVHC ou autres, et également la communication des perturbateurs endocriniens. Ensuite, nous allons rentrer dans les paramètres produits. Dans les paramètres produits avec le point 2b, le ESPR imposera le cas échéant que les produits soient accompagnés d'informations sur la performance du produit en ce qui concerne un ou plusieurs paramètres, comme certaines caractéristiques environnementales qui sont indiquées sur la diapositive, avec l'utilisation ou le contenu de matériaux recyclés, l'utilisation ou contenu de matières renouvelables durables, donc on va plus loin que la loi GEC, la conception donc en vue du recyclage, facilité et qualité de recyclage et des substances préoccupantes. En face, nous avons la loi G qui fait mention pour les producteurs, importateurs et distributeurs et autres metteurs en marché de produits générateurs de déchets. L'obligation donc de communiquer certaines caractéristiques environnementales et dans le cas de l'ameublement, c'est l'incorporation de matières recyclées, la recyclabilité du produit et la présence de substances dangereuses. Toujours dans les paramètres donc produits, il est mention de communiquer de façon quantitative les paramètres liés à l'impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie. Le SPR fait la distinction entre l'empreinte environnementale et l'empreinte carbone. Tout d'abord, l'empreinte environnementale, qui est la quantification donc, des impacts environnementaux découlant du produit tout au long de son cycle de vie. Nous verrons ultérieurement dans la présentation un point plus spécifique sur l'empreinte environnementale et l'empreinte carbone, ainsi que l'affichage environnemental. L'empreinte carbone est définie de la façon suivante par le SPR, c'est-à-dire c'est la quantification donc, des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions de gaz à effet de serre dans un système produit, exprimé en équivalent CO2 et fondé sur l'évaluation du cycle de vie du produit en utilisant la catégorie d'impact changement climatique. Et puis en face, dans le cadre national, nous avons l'affichage environnemental
qui tend à une obligation d'affichage auprès du consommateur sur les informations relatives liées aux impacts environnementaux d'un bien ou d'une catégorie de biens d'un produit qui sera rendu obligatoire à l'échelle nationale. Nous reviendrons ultérieurement sur l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone et l'affichage environnemental dans la présentation. Toujours dans les paramètres de produit, le ESPR imposera donc un indice de réparabilité et de durabilité. Le SPR mentionne qu'afin de permettre aux consommateurs d'évaluer et de comparer efficacement les produits, il importe que le format, le contenu et la présentation de ces indices de réparabilité et de durabilité fassent appel à un langage facile à comprendre, à des pictogrammes et que l'indice de réparabilité soit fondé sur une méthodologie harmonisée définie pour le produit, pour le groupe de produits et qui sera agrégé selon plusieurs paramètres. Nous avons déjà à l'échelle nationale l'instauration, alors l'ESPR ne mentionne pas encore les catégories prioritaires sur les indices de réparabilité et de durabilité. Et nous avons donc à l'échelle nationale, à travers l'article 16 de la loi AGEC, les indices de réparabilité qui sont déjà imposés sur les équipements électriques et électroniques, que vous pouvez voir quotidiennement, notamment sur les smartphones, les ordinateurs portables, les lave-linges et les téléviseurs, par exemple, et puis l'indice de durabilité qui va se déployer à compter de 2025 sur deux catégories de produits, donc les lave-linges Hublot et les téléviseurs. Pour finir sur les paramètres de produits, nous avons côté ESPR la facilité de réparation et d'entretien qui sera mesurée en fonction de plusieurs éléments tels que la disponibilité et le délai de livraison et accessibilité financière des pièces de rechange, la compatibilité avec les outils également et la disponibilité, les instructions de réparation ou d'entretien du produit. Et puis nous avons en face, à travers la loi GEC, l'article 19 qui fait mention à la disponibilité ou non des pièces détachables indispensables à l'utilisation et qui est imposé aujourd'hui pour les équipements électriques et électroniques et les outils de bricolage motorisés. Nous avons donc un gros volet sur le passeport numérique qui sera présenté par Anne Sakalet dans la suite de la présentation et qui est donc l'une des différences majeures entre le cadre réglementaire européen et notre cadre national. Puisque le passeport numérique, ça sera donc un outil qui va regrouper un grand nombre d'informations et de données propres à un produit et pour tous les acteurs de la chaîne de valeur pouvant donc se présenter sous la forme d'un QR code ou sous forme de filigrane ou tout format dématérialisé qui sera donc présenté dans la suite par Anne Sakalet. Une autre mention, c'est le chapitre 6 de la destruction des produits de consommation invendus. Il est important de mentionner que ça fait référence aux produits neufs de consommation qui n'ont pas été vendus, y compris tout ce qui est les produits retournés par les consommateurs, les excès de stock et également les stocks dormants. Ça n'inclut pas les composants et les produits intermédiaires. Aujourd'hui, la priorité dans le SPR, dans l'interdiction de la destruction des produits invendus, se dirige vers la catégorie de produits suivantes, qui sont donc les vêtements, les accessoires de vêtements et les chaussures. Néanmoins, par les actes délégués, la Commission européenne pourra élargir la liste des produits concernés. Il est également prévu que les équipements électriques et électroniques fassent l'objet d'une évaluation particulière par la Commission européenne. Et puis, dans l'article 35 de la loi AGEC, nous avons également l'interdiction des produits invendus non alimentaires, dont les meubles. Le chapitre 10 fait mention des mesures incitatives et par l'article 65, nous avons les marchés publics écologiques. L'idée du SPR, c'est que la Commission est habilitée à fixer par voie d'exécution des exigences minimales sous la forme de spécifications techniques, de critères d'attribution ou de conditions ou d'objectifs d'exécution du marché. L'objectif, c'est d'inclure des exigences minimales pour les acheteurs publics qui peuvent être qui peuvent être de différentes natures par acte d'exécution. Il s'agit donc d'une possibilité
Et donc, les exigences minimales seront fixées le cas échéant afin donc d'encourager l'offre et la demande de produits durables sur le plan environnemental. Et nous avons donc déjà l'article 58 que j'ai mentionné auparavant, qui fait mention des obligations d'acquisition par la commande publique de biens issus donc, du réemploi et ou de la réutilisation ou intégrant de la matière recyclée. L'une des différences également entre le cadre de la loi GEC et le SPR, c'est notamment le principe des REP. Les REP ne sont pas évoqués dans le SPR, mais sont donc évoqués dans la loi GEC, puisque les filières REP constituent une application donc, du principe pollueur-payeur, selon lesquels les metteurs en marché de certains produits sont responsables donc, de leurs déchets. Et les producteurs choisissent généralement de s'organiser collectivement pour assurer ces obligations dans le cadre d'éco-organismes. Une autre comparaison majeure, c'est lié à la conformité des produits. Conformité des produits dont un chapitre entier est dédié par le ESPR. Vous avez quelques articles qui sont associés à ces conformités produits. Ce qui a été mis en lumière, c'est notamment les principes suivants. Tout d'abord, la méthode d'essai, de mesure et de calcul. En effet, le SPR mentionne qu'aux fins de la conformité de contrôle et de, pardon, aux fins de la conformité donc de contrôle avec les exigences en matière d'éco-conception, on aura donc des mesures et des essais qui seront donc réalisés en utilisant donc des normes harmonisées ou procédures fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues et les plus récentes. Nous avons également un point avec l'article 40 sur la prévention de contournement et de dégradation de la performance, qui fait mention par le point 2 que les produits ne sont pas mis sur le marché ou mis en service s'ils sont conçus pour changer de comportement ou de propriété lorsqu'ils sont soumis à des essais, en vue d'obtenir un résultat plus favorable pour l'un de leurs paramètres réglementés. Le point 4 mentionne également que les produits ne sont pas mis sur le marché ou mis en service s'ils sont conçus pour changer de comportement ou de propriété peu de temps après leur mise en service. Et puis le point 5 mentionne que les mises à jour de logiciels ou de microprogrammes ne doivent pas conduire à une dégradation prématurée de la performance des produits. Et puis pour finir, par l'article 41, donc avec la présomption de conformité, il est important de mentionner que les produits conformes à des normes harmonisées sont présumés conformes. Et puis pour finir, que les produits auxquels a été attribué donc un label écologique de l'Union européenne sont présumés conformes également. Et puis pour finir, cette confrontation entre le SPR, la loi climat et résilience et AGEC, un petit point sur l'affichage environnemental et la notion également d'empreinte environnementale et d'empreinte carbone. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'affichage environnemental est un sujet de plus en plus préoccupant pour les acteurs de la filière, puisqu'il a été donc mentionné par la loi climat et résilience comme étant une information destinée aux consommateurs afin de communiquer les impacts environnementaux donc tout au long du cycle de vie donc d'un bien ou d'une catégorie de biens qui sera rendue obligatoire. Aujourd'hui, nous avons une date prévisionnelle du début des expérimentations qui seront donc courant 2026. Et puis, dans le cas de l'affichage environnemental, aujourd'hui, nous avons les référentiels sectoriels ameublement, donc de la série des BPX, qui dictent les règles méthodologiques sur l'évaluation environnementale simplifiée des produits d'ameublement. Dans ces référentiels, à ce jour, nous calculons 12 indicateurs. Et donc, de ces 12 indicateurs, nous obtenons un score unique après normalisation et pondération. Les expérimentations nous amèneront à réfléchir sur l'ajout également d'indicateurs supplémentaires, en plus des 12, et notamment sur les modalités d'affichage. Et puis en parallèle, nous avons donc le ESPR qui fait mention de l'empreinte environnementale d'une part et de l'empreinte carbone. L'empreinte environnementale par la quantification des incidences environnementales, donc des impacts environnementaux découlant du produit sur l'ensemble de son cycle de vie. Et dans les recommandations de cette quantification de l'empreinte environnementale, le SPR fait mention de la recommandation de l'Union européenne 2021-2279, qui est la méthode PEF.
C'est-à-dire que tous les travaux que nous faisons actuellement de révision sur les référentiels sectoriels servent à intégrer les recommandations du PEF. Et puis dans le PEF, nous calculons 16 indicateurs aujourd'hui, plus le score unique. Et puis l'empreinte carbone est également mentionnée, donc à part, et donc qui est la quantification des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions des gaz à effet de serre dans un système produit exprimant un équivalent CO2. Par ailleurs, l'ameublement français réalisera la semaine prochaine, donc le mardi 5 novembre à 8h30, un club RSE sur les dernières actualités concernant l'affichage environnemental dans le secteur de l'ameublement. Je vais donc laisser la parole à Anne Sakalet qui vous parlera donc du passeport numérique produit. Vous m'entendez? Voilà. Oui, on t'entend, Anne. Voilà. Très bien. Oui, donc du coup, le dernier volet de ce webinaire va concerner le passeport numérique produit, qui est en fait une grande nouveauté apportée par ce règlement. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de passeport produit? Donc déjà, il faut savoir qu'on s'inscrit dans une stratégie globale de l'Union européenne visant à numériser l'économie d'une manière générale. Et en fait, ce passeport sera tout simplement une fiche produit numérique qui sera dynamique, c'est-à-dire qu'elle pourra être mise à jour au fur et à mesure de l'évolution de la vie du produit. Et elle comportera toutes les données propres à un produit euh, et donc qui seront accessibles par voie électronique par l'intermédiaire d'un support de données. Donc, ces informations, ça pourrait être l'origine du produit, sa composition, son cycle de vie, tout ce qui concerne sa réparation, son démontage, les rapports d'essai de conformité, enfin, vraiment tout ce qui est lié à un produit. Donc, on aura un passeport par produit. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette notion de passeport qui a été créée? En fait, c'est pour répondre à trois objectifs du règlement éco-conception. Le premier étant l'objectif d'accroître la durabilité environnementale des produits. Donc en fait, si on doit vraiment retenir une notion concernant ce passeport, c'est que l'enjeu prioritaire de ce passeport, c'est la traçabilité. Donc son but majeur sera d'améliorer la traçabilité et la transparence des données sur l'impact environnemental des produits. Mais également, ça permettra aux consommateurs de faire des choix éclairés lorsqu'ils achèteront leurs produits, puisqu'ils pourront comparer les passeports avant de se décider à acheter tel ou tel produit. D'autre part, étant donné que ce passeport contiendra toutes les informations sur la composition, le démontage et tout ce qui a pu avoir lieu durant la vie de ce produit, ça permettra de promouvoir la circularité des produits en facilitant les opérations de récupération, de réparation, de réemploi et de recyclage. Et pour finir, ce passeport permettra également de soutenir la conformité réglementaire puisqu'il englobera tous les rapports d'essai, les certificats, les marquages CE par exemple, et tout ce qui est lié à la mise sur le marché en toute légalité. Du coup, ça facilitera les opérations de contrôle par les différentes autorités. Donc maintenant, je vais vous présenter les 10 grands principes de base qui figurent déjà dans le règlement éco-conception, donc dans ce règlement cadre. Donc, un des premiers principes, c'est que cette fiche produit numérique, qu'on appelle passeport, comportera à la fois des données statiques et des données dynamiques. Les données statiques, c'est par exemple la date de fabrication, le nom du fabricant, la date de mise sur le marché. Ça, ce sont des données qui ne bougeront pas durant toute la vie du produit. À côté de ça, on aura des données dynamiques, donc c'est-à-dire que à chaque fois qu'une modification sera apportée sur le produit, il faudra aller mettre à jour le passeport pour indiquer que telle ou telle opération a été effectuée. D'autre part, un autre point de base, c'est que ce passeport sera relié au produit via un identifiant unique et constant, donc il sera accessible via un support de données. Donc, quand on parle d'identifiant unique, pour l'instant, le règlement éco-conception, qui est donc un règlement cadre, fixe trois possibilités d'identifiant unique, c'est-à-dire que soit ce sera l'identifiant d'un modèle de produit, soit d'un lot, soit d'un produit unique.
Et donc, pour savoir ce qui s'appliquera à l'ameublement, donc il faut attendre le règlement cadre qui dira que bah, pour les produits d'ameublement, l'identifiant unique concerne bah, soit le modèle, soit le lot, soit le produit. Mais d'ores et déjà, on sait que les trois possibilités seront possibles. Ensuite, un autre point qui est important, c'est que ce passeport, en fait, se matérialisera par 4 numéros d'identifiant qui seront centralisés dans un registre géré par la Commission européenne. Donc, ces 4 numéros, ce seront premièrement le numéro d'enregistrement du passeport, donc de l'entité qui a créé le passeport pour la première fois. Ce numéro sera uniquement à disposition des autorités puisqu'il comportera des données confidentielles liées à l'entreprise qui a créé le passeport. À côté de ça, on aura donc l'identifiant unique du produit dont je viens de vous parler, mais on aura également un numéro d'identifiant unique de l'opérateur économique et de l'installation. Et en fait, ce sont ces 4 numéros qui vont permettre d'assurer la traçabilité, donc qui, comme je vous disais, est l'enjeu majeur de ce passeport. Donc en fait, le registre central sera un registre des numéros d'identifiant. Et à côté de ça, donc l'Union européenne prévoit de créer un portail web public d'accès aux informations, de manière à ce que notamment les consommateurs puissent aller rechercher les passeports et comparer les informations au sein de ces passeports avant de se décider à acheter tel ou tel produit. Les 5 autres principes importants qu'il faut avoir en tête, c'est que ce passeport devra être lisible par machine. Donc, il faudra que les données soient structurées, consultables et transférables via un réseau d'échange de données qui soit ouvert et interopérable sans qu'il y ait une dépendance quelconque à un fournisseur d'accès. Donc, tout ça dans le but de faire circuler de manière fluide les informations tout au long de la chaîne de fabrication et de distribution du produit. D'autre part, un point important qui avait donné lieu à de nombreux débats lors de l'élaboration du règlement éco-conception, c'est le stockage des données. Donc au final, les données seront stockées de manière décentralisée, c'est-à-dire qu'elles seront stockées chez les opérateurs économiques. Mais du coup, ces opérateurs seront responsables des données stockées chez eux et devront les tenir à jour. Donc ils les stockeront dans une base de données qu'ils auront eux-mêmes mise en place et à laquelle viendra se connecter le passeport via les différents numéros dont je vous ai parlé. D'autre part, un autre point qui est évoqué dans le règlement cadre, c'est qu'il faudra qu'il y ait une copie de sauvegarde de ce passeport qui soit stockée chez un fournisseur de services tiers extérieur à l'entité qui a créé le passeport, tout simplement parce qu'il est prévu que ce passeport soit en vigueur durant toute la vie du produit, y compris sa phase de récupération et de recyclage. Donc, du coup, la question s'est posée de savoir si toutefois l'entité qui a créé le passeport venait à disparaître, quid des informations. Donc, pour pallier à ce problème, l'Union européenne a décidé qu'il y aurait toujours une copie de sauvegarde à l'extérieur de l'entité qui a créé le passeport. D'autre part, il y a un point très important qui est mentionné dans le règlement éco-conception concernant la protection des données et le respect de la confidentialité. Donc, certaines données seront publiques, donc toutes les données qu'on peut avoir sur les sites marchands, par exemple, mais d'autres données seront d'accès restreint, réservées, par exemple, aux autorités de contrôle ou aux personnes qui auront un droit particulier pour accéder à ces données. Et d'autre part, le dernier point est que ce passeport sera rendu obligatoire pour tous les produits mis sur le marché de l'Union via des actes délégués. Donc, c'est vraiment les actes délégués qui vont lancer l'obligation de création des passeports. Donc, pour vous montrer un petit peu comment sont construits ces différents passeports, donc, comme vous disiez, Sylvain, il y a plusieurs travaux qui sont réalisés simultanément. On a donc ce qu'on voit sur la partie de gauche, des travaux réalisés au niveau de la Commission européenne qui concernent plutôt le domaine législatif et qui concernent toutes les données liées au passeport. Donc, ces travaux consistent à réfléchir sur le contenu de ce passeport, sur comment va se mettre en œuvre la protection des intérêts publics, sur comment vont se mettre en œuvre aussi les différents numéros d'identifiant et tout ce qui concerne le suivi et le traçage des informations. Et donc, ces travaux législatifs sont faits en partenariat avec le Forum éco-conception qui conseille en fait
qui donne des recommandations à la Commission européenne pour élaborer les actes délégués. Donc, il y aura un acte délégué pour le passeport d'une manière générale, plus des actes délégués par groupe de produits. En parallèle de ça, on a des travaux normatifs, donc qui, eux, portent plutôt sur l'architecture du passeport. Donc, en fait, le CEN et Sénélec ont été mandatés pour créer 8 normes européennes concernant vraiment tout ce qui est fonctionnement de ce passeport et architecture de l'outil en soi. Et donc, ces travaux sont également réalisés en partenariat avec le Forum Éco-Conception et en collaboration avec des différents représentants de la chaîne de valeur. Donc, tout ça se fait en même temps. Alors, donc, ce qu'on attend en fait dans l'acte délégué qui sera dédié au passeport produit, ce sont évidemment quelles sont les informations qu'il devra inclure, quels seront le ou les supports de données qu'on pourra utiliser. Où est-ce que ce support de données devra être présent? Est-ce que ce sera sur le produit, sur son emballage ou sur la documentation qui accompagne le produit? Quelle sera donc la granularité de l'information? Est-ce qu'on parlera d'un modèle de produit, d'un lot ou d'un article? Quels seront aussi les acteurs qui devront créer et mettre à jour les informations? Et quels seront les acteurs qui pourront avoir accès aux informations? Et d'autre part, dans l'acte délégué donc général sur le passeport produit précisera la période pendant laquelle le passeport produit doit rester disponible. Donc, sachant que ce sera à minima, comme je vous disais, pendant toute la durée de vie du produit, d'où la nécessité de créer une copie à l'extérieur de l'entité d'origine. Donc, là, je voulais vous faire un petit point concernant le fameux registre. Parce que donc ce registre, lui, sera au niveau européen. Mais comme je vous disais, ce sera un registre essentiellement qui comportera les numéros d'identification et pas les données. Vraiment les 4 numéros liés au passeport. Il comportera également le code douanier des marchandises, puisque ça va avec l'entrée des marchandises sur le territoire de l'Union européenne. Et il comportera la référence du lieu de sauvegarde de la copie du passeport. Et donc, ce registre européen permettra d'accéder à 2 grands domaines sur Internet. Donc, le premier domaine qui est le guichet unique douanier de l'Union européenne, qui est en fait un guichet qui existe déjà depuis 2022 et qui permet de faciliter les opérations de dédouanement et de déclaration d'entrée des marchandises sur le territoire de l'Union. Donc déjà, ce sera la porte d'entrée vers ce guichet. Et également, donc, ce sera la porte d'entrée vers le portail public de recherche que la commission va élaborer, de manière à, comme je vous disais tout à l'heure, à rechercher les passeports et leur contenu. À ce niveau-là, au niveau du portail de recherche, il y aura 2 accès possibles. Donc, les accès vers les données publiques, donc vraiment les données que les opérateurs ont décidé de rendre publiques, comme la composition du produit, le mode d'emploi, tout ce qui est lié à son usage et à sa fin de vie également. Mais il y aura aussi un accès vers des données restreintes qui seront plutôt réservées aux autorités de contrôle. Donc, un registre qui ouvre vers 2 domaines. Alors là, ce schéma, c'est uniquement pour vous présenter d'un point de vue global comment est-ce que les législateurs ont imaginé l'architecture du passeport produit. Donc, ce schéma donne lieu actuellement à des travaux de normalisation par le CEN-Sénélec. En fait, le passeport donc, sera relié, si on regarde la partie centrale du schéma, il sera relié donc à une partie amont du produit, donc c'est le carré qui s'appelle A, donc qui concernera la matière première, les informations sur toutes les informations techniques et les informations de design du produit. Il sera relié à la partie aval, avec tout ce qui concerne l'utilisation du produit et les différentes réparations qu'il a pu subir. Et au-dessus de ça, il sera relié à tout ce qui est certificat de conformité et déclaration liée à la mise sur le marché du produit. Ce passeport donc sera en lien avec les différentes parties prenantes de la chaîne de valeur qui viendront l'alimenter à chaque fois qu'elles interviendront sur le produit. Et au-dessus de tout ça, on a les parties prenantes externes qui, elles, pourront consulter les informations liées à ce passeport. Donc, c'est essentiellement les autorités de surveillance du marché,
les organismes de certification, tout ce qui concerne les marchés publics et les associations représentant les consommateurs. Maintenant, si là, ce schéma-là, c'est pour vous présenter la quantité d'informations qui pourra être contenue dans un seul passeport. Donc là, on a pris le cas d'un t-shirt, mais vous pouvez voir que pour un passeport lié à un produit, on aura à la fois les informations qui concernent les matières premières et la transformation de ces matières, les informations qui concernent le produit fini, les informations qui concernent la distribution, l'utilisation du produit, et enfin la fin de vie avec le lieu où il faut aller déposer le produit une fois on a terminé de l'utiliser et la manière de le recycler. Donc tout ça, ce sera par produit pour chacun des passeports. Donc on voit déjà la quantité d'informations qu'il faudra regrouper et agréger de manière à compléter ce document. Enfin, pour terminer, je voulais vous présenter la manière dont on va pouvoir accéder aux données, parce que ça, c'est un petit peu la nouveauté. Donc, ce qui voit le jour actuellement, c'est que l'accès, le support de données qui va être favorisé sera soit le QR code, soit les puces RFID. Tout simplement parce que ce support de données permet d'accéder à une page Internet. Donc, comme je vous le disais au départ, le passeport devra être, enfin, le support de données devra être lisible soit par une machine, donc une machine classique qui est par exemple la douchette lors du passage en caisse, soit par un smartphone ou autre provenant d'un utilisateur ou d'une entité, une entité de contrôle par exemple. Et donc une fois que ce QR code aura été scanné, la personne qui l'a scanné va être orientée vers ce qu'on appelle un resolver connecteur qui est vraiment le point majeur d'accès à ce passeport puisque c'est lui qui va gérer tous les droits d'accès et qui va identifier la personne et en gros le contexte de scan du passeport et qui ensuite va diriger la personne qui a scanné vers telle ou telle information. Donc, par exemple, si c'est une douchette lors du passage en caisse, la douchette n'est pas reliée à Internet. Donc, le resolver connecteur va identifier que c'est une douchette et va uniquement diriger l'utilisateur vers les informations liées au passage en caisse. Donc, le prix du produit, sa référence, éventuellement le nom du fabricant. À l'inverse, s'il identifie que c'est un smartphone qui a scanné le QR code, à ce moment-là, le resolver connecteur va regarder quel est le profil de la personne qui a scanné. Si c'est un consommateur, il va renvoyer, donc il va rediriger le consommateur vers la page web publique du passeport. À l'inverse, si c'est une entité de contrôle, il va pouvoir lui donner accès aux données qui sont d'accès restreint. Donc, ce resolver connecteur va vraiment être l'élément central de ce passeport et du fonctionnement de l'accès aux données. Donc, c'est essentiellement là-dessus que travaillent les développeurs, les normalisateurs et également les législateurs, puisque c'est eux qui vont rédiger l'acte délégué. Voilà, donc pour terminer, la dernière information qu'on voulait vous communiquer, c'est quelles sont les actions clés que vous pouvez mettre en place dès à présent, parce que ce n'est pas la peine d'attendre les différents actes délégués pour commencer à travailler et à vous mettre au pas vis-à-vis de ce règlement éco-conception. Donc, concernant la présentation que vous a faite Sylvain, donc, comme il vous a dit, il y a des critères d'éco-conception qui ont déjà été élaborés par le JRC sur lesquels vous pouvez vous appuyer lors de la conception de tout nouveau produit. Donc, on vous invite vraiment à les prendre en compte parce qu'on le sait dès à présent qu'ils feront partie de l'acte délégué qui concernera l'ameublement d'une manière générale. D'autre part, concernant la partie que vous a présentée Arnaud, vous avez pu voir que sur la notion de substance chimique, il y avait vraiment un point important qui était donné à tout ce qui est substance préoccupante. Et ça fait partie d'un enjeu global lié au Green Deal, donc au Pacte vert de l'Union européenne, de faire en sorte de supprimer toutes les substances préoccupantes dans les produits de grande consommation. Donc d'ores et déjà, vous pouvez regarder la composition des mélanges que vous ajoutez aux produits, par exemple les peintures, les vernis, les cols, pour voir si ils ne contiennent pas de substances préoccupantes. Et enfin, concernant le futur passeport, nous vous invitons d'ores et déjà à dessiner la chaîne de valeur
de vos produits, notamment d'identifier tous les maillons qui sont en amont de votre entité, parce que de toute façon, il arrivera un moment où il faudra avoir une vue d'ensemble sur cette chaîne de valeur. Nous vous conseillons également de regrouper en un lieu au sein de votre entité toutes les informations liées à votre produit, puisque comme je vous le disais, chaque opérateur sera responsable de la tenue de la base de données comportant les informations liées au produit, donc, sur lesquelles viendront se connecter les différentes personnes qui souhaiteront consulter les informations liées au passeport. Et d'autre part, pendant que vous ferez cet exercice de regrouper les données liées à vos produits, vous pouvez en profiter pour rechercher les données manquantes, c'est-à-dire vous assurer que vous savez exactement pour chaque partie du produit quelle est sa provenance, quel est le fournisseur, de quoi est-ce qu'il est composé, enfin, vraiment toutes les données techniques et d'informations liées aux différents éléments qui composent votre produit fini. Donc ça, ce sont des actions que vous pouvez mettre en place dès à présent chez vous. Voilà. J'en ai terminé.